Betty, bonjour à tous. Donc, je suis Alain Jezequel et je vais animer cette table ronde dont l'objet est l'approvisionnement et la distribution alimentaire. Alors, un constat qu'on peut tous partager, c'est que les façons de lutter contre la précarité alimentaire et les modes de distribution sont très variables. Et les sources d'approvisionnement continuent de se diversifier, malheureusement, rarement avec un souci d'équilibre nutritionnel. Alors, par exemple, parmi les dispositifs qui sont largement démocratisés ces derniers temps sont les dispositifs réglementaires anti-gaspi de la part des grandes surfaces, la restauration collective maintenant, les projets alimentaires territoriaux dont on parlera pour une relocalisation de l'alimentation dans les territoires, les dons agricoles qui ont été encouragés par les États généraux d'alimentation, les produits achetés issus de dons de personnes, les produits donnés par les associations, les fruits et légumes issus des chantiers d'insertion, on aura un témoignage, je crois, dans l'axe 3, et les produits maintenant de l'agriculture urbaine, mais on peut dire encore en faible quantité, malheureusement. Alors, dans cette période, on peut voir que le travail actif des associations est essentiel. Et en parallèle, on parle de plus en plus de démocratie alimentaire et de droit à l'alimentation durable. Avec l'arrivée de cette crise, on a vite compris les conséquences sociales, son impact immédiat et malheureusement certainement dans la durée. Les structures de distribution ont dû s'adapter pour faire face à un afflux de nouveaux demandeurs et les associations qui distribuent de l'aide ont vu un retrait de bénévoles dans le contexte et ont dû s'organiser au mieux pour maintenir un service et assurer une chaîne d'approvisionnement et de distribution. Le Covid, là aussi, a donc été un accélérateur et un révélateur. Alors, quels ont été les impacts de cette crise? Et c'est une question qu'on va poser aux trois témoins qui ont accepté de venir autour de cette table. Trois personnes, donc avec moi, Huguette Boissonnat. Huguette qui milite depuis longtemps dans ce domaine humanitaire et de l'alimentation. Et Huguette va nous présenter l'exemple du PAT Terre de Lorraine et de la mission Dignité dans les assiettes. Louis Cantuel des Restos du Cœur, Louis qui peut témoigner, comme il le fait régulièrement, de l'afflux des demandes des derniers mois et nous parler du rôle d'approvisionnement des Jardins du Cœur. Et enfin, Ousmane Issac de la Chorba, association qui prépare et distribue quotidiennement des centaines de repas pour des personnes en difficulté. Donc, merci de leur témoignage. Merci de rester dans le cadre des 12 minutes. Et je reviendrai vers vous pour les questions que ne manqueront pas de nous poser les auditeurs. Huguette, je te passe la parole. Voilà. La présentation que je voudrais faire revient à transmettre. En fait, là, je serai simplement un vecteur. Je transmets la parole des participants à cette dynamique qui s'appelle de la dignité dans les assiettes, qui voudrait que tous accèdent à une alimentation de qualité, qualité dans la qualité gustative, la qualité nutritive, mais aussi la qualité sociétale. Et dans le cadre de cette action, il y a, Sophie vous en a parlé un petit peu tout à l'heure puisqu'elle vous a parlé des jardins, mais l'idée c'est vraiment de travailler ensemble pour que tous aient accès à une alimentation de toutes les qualités et dans la dignité. Et pour accompagner ceci, on a monté des laboratoires d'usage, c'est-à-dire que les personnes qui utilisent cette action du plan alimentaire territorial puissent témoigner et puissent donner leur avis, à la fois en donnant des constatations, à la fois en donnant des analyses et à la fois en donnant des propositions. Et on l'a fait même en temps de pandémie. Alors, ces laboratoires d'usage sont disséminés sur tout le territoire et permettent par petits groupes de réunir les participants à nos actions et de leur permettre de donner leurs paroles et leurs propositions. La suivante. Pendant la pandémie, évidemment, pas de laboratoires qui ont pu se tenir en présentiel, mais des entretiens téléphoniques avec des guides d'entretien qui ont été faits avec des anthropologues et ont été testés auprès de personnes en situation de précarité. On a pu faire plusieurs appels pour les mêmes personnes lors du confinement. L'objet, c'était bien de recueillir leurs paroles pendant ce premier confinement. C'était aussi de réaliser dans ces laboratoires téléphoniques
la façon dont les personnes utilisaient l'alimentation et comment ils s'approvisionnaient pendant la période du confinement, et puis aussi leur permettre de s'identifier et d'être vraiment acteurs et partenaires de la démarche. Alors, la première phrase que je voudrais vous laisser, c'est ce qu'a dit cette dame par rapport à ce qu'ils ont vécu, eux, en grande pauvreté. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en grande pauvreté qui ont été interrogées dans ces questionnaires. Par rapport à ce qu'ils ont vécu, c'est pas grave pour eux. Ils sont habitués à se cacher, à rester dans l'ombre. Le seul problème pour eux, c'était de manger. C'était plus facile pour eux quand ils ont l'habitude de l'exclusion et de la précarité parce qu'ils ont l'habitude des épreuves. Et quand on a une vie dure, on a l'habitude de vivre au jour le jour. Alors on se sent privilégié par rapport au reste de la population. Et on a très fortement senti, alors que ce soit en rural ou dans les cités, que les personnes se sentaient quand même, elles, plus fortes que ceux qui tombaient dans la pauvreté. Par contre, le confinement a évoqué des choses terribles pour eux et pratiquement pour toutes les personnes. Cette femme, Micheline, me disait, mon Dieu, c'est la prison, le confinement. Et le déconfinement, tu sais, c'est la garde à vue. Et on a vu que ça faisait appel à des inquiétudes de ce que les gens vivent ou ont vécu. Et c'est cette peur du policier, cette peur d'être contrôlé, la peur de... Voilà, c'est installé en eux une espèce de tension. Alors, même dans les campagnes, hein, c'était les policiers qui arrêtaient le papa avec 2 enfants en vélo parce qu'il n'avait pas le droit d'avoir 2 enfants. Enfin, des situations. Et c'était un peu, voilà, on retrouvait cette colère police et personne. Et puis, je voulais aussi, voilà, il disait les personnes sont dans la difficulté avec le confinement. Alors, le confinement, on parle tous, on dit tous, ils étaient tous ensemble dans un endroit, mais ça va plus loin. En fait, le confinement, c'était vraiment avoir le sentiment de ne plus, vous savez, la pauvreté, elle va glaner. La pauvreté, elle va sur les routes, elle essaye de trouver des plans, elle essaye de survivre. Et quand vous l'enfermez, elle ne peut plus survivre. Elle a pas de moyen d'aller se débrouiller. Et donc, ça a donné tous ces problèmes, toutes ces difficultés. C'était vraiment difficile. Et pour certaines familles, c'est ça qui a été plus difficile que de ne manger que de l'eau, de la farine en faisant des knefles. Et puis l'autre passage aussi que je voulais partager avec vous, ils s'enfoncent encore plus dans la précarité s'ils ne peuvent pas sortir. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'ils ont perdu de l'argent. Non, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir, d'être emprisonné. Et c'est vrai que le sentiment de confinement a été presque plus difficile à vivre que le peu de nourriture. Et puis aussi le fait de ne pas avoir beaucoup de revenus et les problèmes de santé et la mauvaise prise en charge de la santé. La suivante, évidemment, la misère, quand on est en plus enfermé et qu'on ne peut pas essayer de se débrouiller, eh ben, on a eu peur de manquer. Mais on a eu peur de manquer encore plus parce que quand on dépend, par exemple, de l'aide alimentaire, on n'a pas de papier, on est caché, je pense à cette femme qui était cachée dans un appartement avec 3 enfants, elle avait pas ses papiers qui étaient renouvelés à la préfecture, donc elle ne pouvait pas sortir, elle avait peur d'être contrôlée, donc elle ne sortait pas chercher à manger. Or, la vie de ces personnes, eh ben, c'est encore la cueillette dans le temps, c'est-à-dire on va cueillir, on va ramasser un lieu de bienfaisance, à cet endroit on sait qu'on aura des pâtes et des machins, après on va dans l'autre, on sait qu'on aura ci et ça, et voilà, c'est un peu la cueillette. Et du coup ça s'était fermé. Et ça a été vraiment inquiétant parce qu'ils n'avaient plus à manger et il fallait que des amis aillent vers les lieux de nourriture pour pouvoir leur ramener à manger. Et puis le sentiment aussi, c'est qu'on n'a rien pu prévoir. D'habitude, quand on n'a rien, on essaye de prévoir. Et là, c'est arrivé le 15 mars. Et le 15 mars, tu n'as plus d'argent pour faire des réserves. C'est le 5 que tu peux payer. Donc, ça a été paniquant. Et puis la mauvaise compréhension. Alors, normalement, 1 kilomètre, 1 heure, c'est pour les gens qui font du jogging. Et toutes les personnes ont compris 1 kilomètre, 1 heure pour faire ses courses. Donc, ils sont allés dans le quartier faire leurs courses. Et là, c'est cher. La suivante. Et du coup, ils ont pas pu acheter ce dont ils avaient besoin. Et là, ça a déclenché. Alors, cette femme qui me disait, les magasins se vident, même la nourriture pour chat, ça va finir en guerre.
Et c'est vrai qu'on a vu que les denrées de base, elles ont été dévalisées dans les grands supermarchés où les gens vont une fois de temps en temps quand ils ont un bus ou quand on peut les conduire, et le 5 du mois. Donc là, ils sont arrivés après, il n'y avait plus rien. L'agressivité, franchement, on se bat pas pour grand-chose, mais quand on se bat pour protéger sa nourriture. Hein, ça, si quelqu'un vous pique à manger quand vous êtes dans la rue ou quand vous êtes en pauvreté, là, vous développez de l'agressivité. Et c'est un réflexe. Et finalement, il y a quand même eu toute cette violence qui est née autour de la nourriture. On en a compris un peu les éléments. Donc, il y a la violence née dans le confinement, le fait de l'emprisonnement, la violence née parce qu'on ne pouvait plus faire la cueillette, et puis la violence qui est née parce que les magasins se sont vidés et que nous, on n'avait pas les moyens de protéger les nôtres. Mais au-delà, il y a eu vraiment des gestes d'entraide dans un deuxième temps qui ont commencé à mûrir quand la colère est baissée. Et puis effectivement, les jardins potagers, c'était interdit d'aller dans les jardins potagers en pied d'immeuble alors que c'était le moment de planter. Ça, c'était insupportable. Donc, quand même, on a réussi dans certains endroits et sur Terre de Lorraine à faire rouvrir les jardins en harcelant le préfet. La suite. Et après, il y a la question aussi du budget. Et moi, j'étais très impressionnée par ces personnes qui sont au RSA ou qui ont, oui, celles qui sont au RSA ou qui ont des revenus, on va dire, de sociaux, qui me disaient, tu sais, moi, je me fais du souci pour ceux, moi, le RSA, je n'ai pas perdu un sou. Hein. Je n'ai pas perdu d'argent avec le Covid. Moi, je me fais du souci pour ceux qui tombent dans la pauvreté. Et c'est pas qu'il y a plus de pauvres, c'est que les gens qui tombent dans la pauvreté, ils savent pas faire valoir leurs droits. Et ça, je peux te dire, c'est un vrai métier. Pourquoi? Parce que c'est du glanage, c'est la même chose que pour la cueillette pour arriver à avoir à manger et aller d'institution en institution. Eh ben, c'est du glanage, il faut un chèque énergie, il faut l'aide de la CAF, il faut les aides exceptionnelles, il faut chercher ses indemnités journalières parce que les 3/4 du temps, on est malade quand on bosse puis on n'a plus rien, enfin, etc. Donc, on glane tout le temps ces sous. Et finalement, on s'est rendu compte que les gens qui viennent de tomber dans la pauvreté, alors on avait des personnes qui avaient une petite entreprise ou des personnes qui avaient un boulot et puis qui l'ont perdu parce qu'elles étaient en intérim, elles savent pas aller glaner tout ça. Le chèque énergie, elles savent pas ce que c'est, savent même pas ce que c'est. Donc il y a une espèce de mosaïque de revenus qui a été très impactée par le confinement. Il y a aussi la question de la nourriture des enfants. Tu payes, les bourses sont versées au lycée pour payer les repas de midi. Et si vous regardez bien, le lycée, il a gardé les bourses. La famille, elle l'avait pas, hein, la bourse, elle n'avait pas l'argent, mais elle avait les enfants. Il fallait qu'elle les nourrisse. Donc, il y a un moment où c'était compliqué. Et puis, ce qui nous a vraiment impressionné, c'est que le monde social était sidéré pendant 3 semaines. Et le monde sanitaire, lui, il était sur le pont et on l'applaudissait. La suite. Voilà, donc les produits qui ont il n'y a pas eu de baisse de RSA, disait cette femme. Les produits qui ont le plus manqué, c'était basique, farine, œufs, lait. Les pommes de terre, un peu moins, parce que souvent les gens en ont et arrivent à s'approvisionner. Mais la farine, le lait et les œufs, c'était terrible. Il y a eu vraiment aussi dans les rapports, alors c'est dans un rapport que vous pouvez trouver sur le site de Terre de Lorraine, hein, qui est plus complet, mais le mauvais rapport à l'information, alors l'information a été source de terreur. Et puis, il y a eu le confinement, la prison, mais après, il faut sortir de la prison. Et voilà, c'était très difficile de voir ces gens qui n'arrivaient plus à remarcher ou à se remettre en route, même physiquement, c'était compliqué parce que on était emprisonnés, on n'osait plus sortir, et puis on rejouait au chat et à la souris avec les policiers, puis après il fallait ressortir. Ça, c'était. Et puis il y a aussi la suite, ceux qui étaient invisibles, qui ont dû se rendre visibles, alors là, c'était compliqué. Et on ne sait pas combien de temps ils pourront être visibles parce qu'on va peut-être leur repiquer leur papier ou ne pas prolonger leur attestation. Et puis ensuite, il y a le temps qui n'était plus rythmé et les parents, c'était difficile. Hein, à la maison, on cuisinait moins, on avait du mal à faire les devoirs,
voilà, bon, tout le monde le sait, ça. Et il y a eu un grand travail, une grande question sur la désinfection des produits alimentaires. Et on avait tendance à plus aller faire de courses parce qu'on ne voulait pas ramener le virus. Le suivant. Et voilà, donc 27 entretiens, c'est pas grand-chose, mais ce sont des entretiens assez précis, assez pointus, avec des verbatims qui sont transmis. On continue maintenant les laboratoires, ces laboratoires d'usage, où on a des labos qui sont disséminés sur le territoire avec des petits groupes. Alors, ça débouche sur des groupes Messenger, par exemple, avec les bons plans. Ça débouche sur des achats groupés, ça débouche sur des recettes, ça débouche sur des trucs. En tous les cas, moi, j'étais très impressionnée parce que tous ces labocap, quand il se passe des bons plans, c'est quand même autour des légumes, autour de l'accès à la viande, autour de l'accès à des jardins et autour de la cueillette. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop longue. Non, c'était parfait, Huguette. Merci beaucoup. Avant de poser les questions, on y reviendra tout à l'heure. Je vais passer la parole à Louis. Louis, si tu veux bien nous témoigner Oui. de cette crise récente, mais encore très présente. Merci. Oui, merci Alain. Bonjour à tous. Effectivement, l'idée est de pouvoir vous montrer les premiers effets de cette crise, à la fois sur l'activité des restos en elle-même et puis sur évidemment les personnes qu'on accueille. Alors peut-être sur la première slide, sur l'activité des restos. Donc, les restos accueillent chaque année entre 875 000 et 900 000 personnes et distribuent un peu plus de 130 millions de repas. Mais la vision des restos, au-delà de cette pratique de l'aide alimentaire, c'est de considérer l'aide alimentaire elle-même comme un levier d'inclusion, comme un levier d'insertion sociale. C'est-à-dire que l'idée est que dans un centre resto, on puisse mettre en contact, puisse se créer un lien de confiance entre des bénévoles, les personnes qui poussent la porte des centres pour ensuite pouvoir mener un accompagnement. Donc, il y a une notion de confiance et de convivialité qui, évidemment, dans la période de crise qu'on traverse, est un peu compliquée à maintenir. Donc là, je ne vais pas détailler l'intégralité des chiffres, mais vous voyez qu'autour de l'aide alimentaire, en fait, on pratique une grande diversité d'actions d'inclusion sociale qui vont de l'accès aux droits, de l'accès à la justice, du soutien à la recherche d'emploi, etc. Autour de ça aussi, on a des chantiers d'insertion, puisqu'on a une centaine de chantiers d'insertion dans toute la France, dont une quarantaine de jardins, en fait, hein, qui ont une particularité, puisque l'intégralité de la production des jardins, donc avec les salariés en insertion qui sont aidés par les restos, vont dans le circuit, disons, de solidarité, c'est-à-dire que la production des jardins va directement être distribué dans les centres. Et puis à côté de ça, on a aussi une importante activité à destination des personnes à la rue, donc notamment les maraudes et les camions du cœur que vous connaissez certainement et qui ont été extrêmement mobilisés pendant la crise. Alors un mot pour décrire la structure d'approvisionnement des restos, hein, qui en fait repose sur 3 piliers majeurs, qui est d'abord une politique historique d'achat, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs au niveau national qui vont acheter les produits, voilà, avec les dons des particuliers, on va acheter des denrées alimentaires, avec le souci aussi d'assurer une diversité de produits, un équilibre nutritionnel, d'assurer le choix des personnes, avec l'idée aussi de favoriser autant que possible des circuits qui sont courts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la majorité des fruits et légumes qui sont achetés par les restos vont être distribués en fait dans la même région que là où ils sont achetés. Donc on a aussi ce souci-là. Le développement du don alimentaire qui a été une priorité pour les restos, notamment depuis la crise de 2008, où on a constaté une augmentation considérable du nombre de personnes à aider, hein, donc la dernière grande crise qu'on ait connue, qui a conduit à l'augmentation de 25% de la fréquentation des centres restos en à peine 3 ans. Vous pouvez imaginer l'inquiétude qui peut être la nôtre aujourd'hui. Et donc, on a beaucoup développé le don, les dons agricoles, hein, dont Alain parlait tout à l'heure. Évidemment, le don des grandes surfaces qui s'est beaucoup développé depuis la loi Garot. Les collectes, on a notre collecte nationale, donc qui représente aujourd'hui en fait notre principale source d'approvisionnement. Et puis, un dernier pilier, j'en dirai un mot aussi tout à l'heure, qui est les fonds européens, puisqu'il existe aujourd'hui un fonds européen sur l'aide alimentaire, le FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui en gros assure un tiers de l'approvisionnement de l'aide alimentaire en France et qui au resto représente à peu près 30% du volume de denrées qui est distribué. Alors, sur ces repas, évidemment, sont distribués aux plus démunis, qui sont des publics en très grande précarité, qui sont aussi marqués
par la jeunesse, c'est-à-dire qu'on sait au resto qu'on a 40% des personnes qui sont aidées par l'association qui sont des mineurs en fait. Donc, ils sont souvent évidemment des enfants dans des familles. Hein. On aide 30 000 bébés de moins de 12 mois et on a au moins de 10% des personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Et là, attention, ce sont des chiffres qui datent de l'an dernier, hein, c'est-à-dire de la dernière campagne des restos, donc avant même la crise qu'on est en train de traverser. Et on sait que la question de la jeunesse est centrale et que les jeunes sont particulièrement touchés par la crise. Donc là-dessus, on peut nourrir les plus grandes inquiétudes. Et avec des personnes qui sont marquées par des ressources qui sont très basses, hein, puisqu'on a quasiment 20% des personnes qui poussent la porte des restos qui sont totalement sans ressources et quasiment la moitié qui vivent avec, qui sont pas non seulement en dessous du seuil de pauvreté, mais en dessous de la moitié du seuil de pauvreté en fait. Donc c'est-à-dire des personnes qui sont en très très grande précarité. Donc ça c'est le tableau général, si on peut dire, avant la crise Covid. Alors depuis la crise, alors comment ça s'est passé? Évidemment, au 15 mars, bon, il y a eu cet effet de sidération qui a frappé tout le monde, mais avec la priorité au resto qui était de maintenir l'activité, hein, où tout de suite d'ailleurs les activités d'aide alimentaire et de lutte contre la précarité ont été qualifiées comme mission essentielle à la vie de la nation. Donc, et il y avait ce besoin de maintenir à tout prix l'activité avec des difficultés énormes liées évidemment à la question des bénévoles, puisque donc je l'ai pas dit, mais l'ensemble du réseau des restos repose sur 73 000 bénévoles et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont un certain âge. Hein, et donc, évidemment, on était à une période où on manquait cruellement d'équipements de protection, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, et donc évidemment toutes ces personnes se sont mises en retrait, alors ont pu continuer à exercer une forme de télébénévolat, mais voilà, il a fallu avoir recours à de nouvelles forces, et on a heureusement été rejoints par beaucoup de bénévoles plus jeunes qui ont permis de maintenir l'activité, mais ça a été un des sujets très difficiles avec, je le mentionnais à l'instant, cette question des masques, où les premières semaines, ça a été, on a évidemment été touché par cette pénurie qui a frappé tout le monde. Et puis la question des locaux, alors là c'est une question qui reste une question centrale, c'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure la nécessité de pouvoir créer un lien avec les personnes. Eh bien, on a des locaux qui sont souvent mis à disposition, qui sont souvent pas très grands, qui sont parfois inadaptés. Donc pour respecter la fameuse distanciation physique, dans un contexte d'augmentation en plus de la fréquentation, c'est forcément très compliqué. Donc, comment on s'est adapté? Il a fallu s'adapter extrêmement vite, en quelques jours, en fait, hein, en changeant complètement nos modalités de distribution. C'est-à-dire qu'au resto, on a des modalités de distribution qu'on qualifie de accompagnées et au choix. C'est-à-dire que les personnes sont en lien avec un bénévole, ont des choix de produits et récupèrent hein, des repas qui sont équilibrés. Et alors, on a dû transformer et dégrader d'une certaine façon nos modalités d'accueil hein, en faisant du drive. Donc voilà, en se munissant de sacs, etc., en préparant à l'avance des colis, on remettait directement aux personnes. Donc ça veut dire que on peut moins faire d'accompagnement, qu'il y a moins de choix de produits, que on peut pas avoir cette notion de contact. C'est ce que je dis, les activités d'aide à la personne, donc toute la pratique de l'inclusion sociale, on a dû l'arrêter très majoritairement. Alors, on a essayé de reprendre un peu de contact, notamment par téléphone, continuer à contacter les personnes, mais évidemment, c'était d'une ampleur sans commune mesure avec les activités qu'on pouvait pratiquer habituellement. Nos chantiers d'insertion que j'évoquais ont été en partie en chômage partiel, en partie maintenus, puisque, comme je disais, nos ateliers et chantiers d'insertion sont directement liés à l'activité de l'association, donc en particulier nos cuisines et nos entrepôts logistiques ont été maintenus dans leur activité. Et ça, c'est peut-être le dernier point qui est la bonne nouvelle, disons, de cette crise, c'est qu'on a pu constater et voir qu'il y a eu une vraie solidarité qui s'est manifestée et de nombreuses initiatives solidaires qui ont été prises partout sur les territoires et beaucoup d'initiatives interassociatives aussi qui étaient intéressantes pour essayer de répondre aux besoins les plus pressants. Alors, les effets de la crise, alors on peut dire les effets de la crise dans les tout premiers jours hein, ou dans les toutes premières semaines pendant et après le confinement. Ce qu'on constate et ce qu'on a constaté tout de suite, c'est que la crise a agi comme une sorte de catalyseur de précarité en fait et a aggravé des inégalités qui étaient existantes. Donc, il y a eu évidemment des nouveaux publics, des nouvelles personnes qui ont frappé à la porte des restos, des personnes, des commerçants, des indépendants, beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés totalement sans ressources.
et des personnes qui étaient déjà en précarité, des travailleurs précaires, des familles aussi qui se sont retrouvées encore plus en situation de pauvreté, avec en plus des effets du confinement, notamment dans les familles, hein, où parfois le repas à la cantine était le seul repas équilibré, et où là, il a fallu assurer un repas en plus qui était vraiment très compliqué pour beaucoup de familles, notamment pour les familles monoparentales. Donc voilà, il y a eu un effet, comment dire, qui a aggravé considérablement des personnes en situation déjà de précarité. Et je mentionnais les étudiants, on a vu, et là on le voit encore beaucoup en ce moment, un afflux très important d'étudiants en fait qui s'en sortaient par des petits boulots et qui du coup ne se sont retrouvés sans ressources. Et donc on a eu une évolution assez hétérogène en fonction des territoires, avec certains territoires, on a eu une explosion de la fréquentation, d'autres un peu moins. Mais là, on constate qu'on est sur une augmentation en fait assez constante. Ce qui a été marquant aussi dans la période, c'est sur nos activités de rue, hein, que je mentionnais tout à l'heure, sur les distributions directement à la rue de sandwichs et de repas. Là, on a eu une explosion vraiment de la fréquentation pendant le confinement, avec une augmentation de 40% sur ces activités-là pendant les 2 mois. Donc ça, c'était sur les premiers effets de la crise. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on va vers une augmentation constante en fait de la pauvreté, et que ce qu'on a connu là n'est qu'une première partie de ce qu'on va vivre dans les prochaines années, et qui, de notre point de vue, risque d'être pire, puisque la seule expérience qu'on ait, je le mentionnais tout à l'heure sur 2008, c'était 25% en 3 campagnes. Et en fait, on risque certainement, on ne sait pas quelle sera l'ampleur et la durée de la crise cette fois, mais ce qui est certain, c'est qu'on commence à le voir, hein, vous commencez à le lire dans les journaux, les vagues de licenciements qui se multiplient. On sait que derrière, ça va être des personnes qui vont aussi se retrouver en fin de droit, qui vont se retrouver en difficulté et qui auront besoin à un moment de l'aide des associations et de l'aide des restos. Donc c'est le message qu'on essaye de faire passer, c'est-à-dire que oui, il y a une urgence sociale, mais c'est une urgence qui n'est pas uniquement là en 2020, c'est une urgence qui va se prolonger, et des difficultés qui vont se prolonger dans les années à venir. Alors face à ça, il y a eu il y a des réponses qui sont parfois apportées. Donc aujourd'hui, on n'a plus en tout cas de problématiques sur les équipements de protection, hein. Tout le monde a des masques. On sait qu'il y a de la solidarité qui s'est manifestée, la solidarité du public, des donateurs qui répondent présents. Il y a eu des aides d'urgence qui ont été débloquées. Donc il y a un plan de relance en ce moment. Il y a eu un plan d'urgence sur l'aide alimentaire avec 2 volets qui ont été déployés cet été. Et un point très important qui est l'aide de l'Europe, où on avait les plus grandes inquiétudes sur le maintien de l'aide alimentaire européenne dans ces montants pour les 7 prochaines années. Donc c'est un budget qui est sur 7 ans. Donc je parlais tout à l'heure de crise de long terme. L'avantage du Fonds européen, c'est qu'il permet d'assurer une stabilité sur plusieurs années. Et là-dessus, on a eu des annonces rassurantes de la part du gouvernement et de l'Union européenne, où on aurait une augmentation même des crédits qui seront dédiés à l'aide alimentaire, alors qu'on redoutait une baisse assez drastique. Pour autant, on a encore évidemment des difficultés, puisqu'on a d'abord toujours des locaux, ça c'est l'une des grandes problématiques de notre lancement de campagne, des locaux qui sont toujours inadaptés. Donc nous, on a un souhait vraiment de pouvoir reprendre nos activités d'accompagnement. On ne peut pas laisser les gens sans accompagnement pendant aussi longtemps. Et c'est vrai que dans les locaux qu'on peut avoir, ça reste très difficile de réétablir ce lien et de mener ces actions d'inclusion sociale dans des locaux qui sont pas du tout adaptés. Sur le financement, donc pour l'instant, effectivement, on voit qu'il y a des initiatives qui sont prises, mais on sait très bien qu'on part sur une crise de long terme. Et là-dessus, on a évidemment une incertitude sur la façon dont les choses vont se passer dans l'avenir. Une diversité de produits aussi qui est assez réduite, hein, notamment dans le cadre du FEAD actuel. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que dans la prochaine programmation européenne, on puisse assurer une aide alimentaire de meilleure qualité, plus diversifiée, surtout si on a des montants plus importants, donc encore plus de diversité de produits. Et puis la problématique du bénévolat qui est toujours importante, hein. On a des bénévoles qui sont restés en retrait et beaucoup de bénévoles qui sont aujourd'hui un peu sur les rotules, hein, après des mois et des mois de mobilisation. Donc c'est l'un des gros sujets de notre campagne. Donc c'est les enjeux pour le moyen terme, c'est cela, c'est le maintien de cette solidarité, c'est le soutien des collectivités territoriales, c'est-à-dire que là, ça fait partie des messages qu'on fait passer à l'ensemble des maires et des collectivités, qui est de dire aidez-nous à reprendre nos activités
pas non plus pas le plus normalement possible, mais en tout cas au moins qu'on puisse recommencer à créer, à faire de l'insertion. Et évidemment, les problématiques de soutien de l'État et de l'Europe que j'évoquais, cette question du bénévolat. Voilà globalement les quelques points qui ont été marquants pendant cette crise. Et donc là, on conclut sur ce petit visuel qu'on a sorti il y a quelques jours et qui, je pense, résume assez bien la situation qu'on traverse tous. Merci Louis de ce témoignage qui est toujours, qui fait un peu peur quand même face à la situation à laquelle on va devoir faire face. Je vais passer la parole à Ousmane, donc Ousmane de la Chorba, qui va nous présenter en quelques mots, je pense, la Chorba et nous témoigner de la situation dans le cadre de cette crise Covid. Merci Ousmane. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Merci Huguette et Louis pour vos interventions. C'est plein d'informations et de sensibilisation qui sont très importantes. Donc merci beaucoup. Donc moi je suis Ousmane Ishak, je suis le directeur adjoint de la Chorba. Je vais vous présenter la Chorba. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une association qui existe depuis 1998, qui soutient l'aide alimentaire. Qui a été créé par Rater Yenbou, qui est encore le directeur fondateur de l'association, qui s'était donné 100 jours en 98 pour évaluer l'impact de son action. 22 ans après, la Chorba distribue plus de 350 000 repas à Paris. On intervient à Paris. On distribue, pour rester sur l'aide alimentaire, 700 repas chaque soir toute l'année dans un réfectoire, donc des repas chauds, au chaud, dans un réfectoire qu'on partage avec les Restos du Cœur, qui eux interviennent le midi de 11h à 13h en semaine, et aussi avec l'association l'un et l'autre qui va nous remplacer, les Restos du Cœur et nous, quand on n'intervient pas. Donc c'est un accueil conditionnel et gratuit. On distribue également des colis alimentaires un samedi sur deux auprès de 500 familles qui viennent récupérer un colis de 12 produits de première nécessité orientés par des assistantes sociales. On achemine également des colis à domicile pour des personnes à mobilité réduite, donc pour 20 familles. Donc ça, c'est la partie d'aide alimentaire. Comment est-ce que on s'approvisionne en denrées alimentaires? On lutte contre le gaspillage alimentaire depuis 1998. On allait au marché d'Aligre pour commencer, et puis on a développé notre partenariat, notre réseau de partenariat, pardon, donc avec notamment des hypermarchés comme Carrefour, Auchan, Métro, etc. Donc on collecte plus de 300 tonnes à l'année. On achemine tout à Porte Dorée, qui est notre siège social et notre lieu de production. Tout est stocké dans les chambres froides et tout est transformé en J+1 par des salariés en insertion professionnelle qui vont produire avec ces denrées 700 repas le matin avec des produits frais et qui seront du jour distribués le soir même par une équipe d'insertion de salariés en insertion professionnelle qui sont accompagnés pendant 2 ans. Donc on a 16 salariés en insertion professionnelle. On fait également partie du dispositif de premières heures qui est comment dire, un dispositif parisien qui vient de s'ouvrir là dans le 92, mais qui permet à des personnes sans abri de pouvoir revenir vers le chemin de l'emploi sur des contrats de 3 à 4 heures par semaine. L'idée, c'est de pouvoir leur redonner les codes et certaines habitudes du monde du travail en respectant des horaires, en recréant du lien social avec des salariés, des encadrants et reprendre vraiment cette habitude de travail. On va faire une convention d'1 an avec des salariés. Donc, on a 20 salariés en premières heures chaque année qui viennent. Et ensuite, au bout d'1 an, on évalue si on continue avec eux en contrat premières heures ou si on fait passer en chantier d'insertion professionnelle. Donc là, on est sur 26 heures par semaine. On accentue la durée de travail, la charge de travail, mais aussi la formation. Et là, on va les accompagner pendant 2 ans. Un exemple, Caroline, qui est restée plusieurs années dans la rue, qu'on a rencontrée en maraude, puisqu'on intervient tous les lundis soirs dans Paris en maraude, qui est restée 4 ans dans la rue,
et qui avaient cette envie d'avoir une deuxième chance dans la vie et de retravailler. Et donc, on côtoyait, on voyait avec qui on avait tissé du lien social tous les lundis. Et on lui a dit, bah, bon, on va te proposer un contrat de premières heures à la Shorba. Donc, elle est venue au départ voilà, sur un contrat d'un an. Ça s'est très bien passé. Elle a été vraiment dynamique et investie dans ce contrat-là. On l'a accompagnée sur ses problématiques de logement, des problématiques administratives également. Et donc, elle est passée en chantier d'insertion après, sur un accompagnement. Aujourd'hui, elle est en CDI chez Pomme de Pin à Paris avec un logement et elle revient, et j'en reparlais tout à l'heure sur la crise du Covid, mais elle revient nous aider parce qu'ils sont fermés aujourd'hui pendant cette crise-là pour produire des repas. Donc voilà sur la partie de l'insertion professionnelle et je parlais des maraudes. Ça, c'est une action qu'on mène tous les lundis soirs, qu'on a menée hier soir. Donc on a 6 maraudes qui sillonnent les rues de Paris, dans différents arrondissements de Paris, notamment en partenariat avec l'école polytechnique, puisque sur les 6 équipes, on a des équipes d'école polytechnique voilà, qui viennent tisser également du lien social avec des personnes qu'on rencontre dans la rue. Là, il fait très froid en ce moment. Vraiment, on a la chance de pouvoir avoir des duvets, des chaussettes chaudes, etc. Mais on se rend compte que les gens vraiment fatiguent avec cette arrivée de cette température assez froide, plus cette crise sanitaire qui voilà, ne met pas dans des bonnes conditions mentales toutes ces personnes-là, encore plus elles. Donc voilà, c'est voilà à peu près pour résumer nos actions. Pour vous expliquer sur la distribution de repas à la Villette, on a une capacité d'accueil de 140 places et on peut accueillir 700 personnes entre 17h30 et 20h. Ce qui s'est passé, c'est que le jour où le Premier ministre Édouard Philippe annonce l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes, nous, on était dans cette cible-là, mais on avait envie de continuer de recevoir ces personnes au chaud dans un réfectoire et de pouvoir aussi les sensibiliser par rapport à ce qui se passait. Donc, on a tout fait pour leur donner accès à ce réfectoire. Ça a été la logistique, hein, une réflexion logistique et aussi une question avec les bénévoles. Moi, je me rappellerai toujours cette journée-là où Édouard Philippe annonce cette interdiction et à la fin de la distribution de repas le vendredi soir, on se retrouve entre bénévoles à la Shorba au siège social et on dit mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue la distribution de repas? On ne sait plus faire, il y a trop de personnes, on a peur. Les bénévoles, certains bénévoles nous appelaient en nous disant non, mais moi je ne viens pas. Il y a 700 personnes qui viennent, c'est trop dangereux, etc. Ce qui était entendable et ce qu'il fallait entendre de toute façon, parce que c'était une vraie problématique. Après, on avait aussi cette question de mais où est-ce qu'ils vont manger, ces personnes-là, et comment elles vont faire si nous, on arrête. Donc, on a continué nos actions. Je pense qu'on a discuté au moins jusqu'à 2h du matin pour dire il faut qu'on continue nos actions et il faut aussi qu'on continue de les accepter dans le réfectoire pour qu'ils puissent manger tranquillement. Parce que c'est un repas et c'est pas simplement un repas, c'est une pause dans leur journée, c'est un lien social dans leur journée et c'est un moment d'échange avec d'autres personnes qui ne côtoient pas dans la journée. Et donc, on avait envie de se challenger et voilà, de pas se mettre en difficulté aussi et de respecter les gestes barrières, de pas mettre en danger les bénévoles, de pas mettre en danger les bénéficiaires parce qu'il y a une vraie crise, il y a une vraie voilà, une problématique. Voilà. Donc on a mis en place, on n'avait pas de masque, hein, on n'avait pas de protection, on n'avait pas de gel, etc. Ce qui a été assez incroyable, c'est cette mobilisation entre associations. Je crois que ça a décloisonné des partenariats qui n'existaient pas avant. Moi, j'avais la Fondation de l'Armée du Salut qui font des petits déjeuners à Porte de la Chapelle pour des personnes migrantes. On s'appelle avec Utopia 56, avec les Restos du Cœur. Est-ce que vous avez du gel? En fait, on était vraiment en période c'est pas le mot, mais oui, presque de guerre entre guillemets où chacun essayait de s'appeler pour se donner des coups de fil, ouais, tu sais où il y a du gel, ouais, il y en a là-bas, un peu, voilà, bah vas-y, va à la pharmacie du 14e, ils ont 50, on partait, on récupérait du gel hydroalcoolique, c'était des denrées qui étaient vraiment prisées et donc on a fait comme ça, on avait des bénévoles qui avaient aussi réussi à avoir des stocks de masques et donc on s'est organisé comme ça et on a maintenu cette distribution de repas 6 jours sur 7 en tout cas pour nous, mais
Le réfectoire, il tourne 7 jours sur 7, midi et soir et toute l'année. Et donc, on se lance dans cette réflexion d'accueillir ces personnes-là, de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on les oblige à aller se laver les mains avant d'aller manger, chose qu'on n'avait pas en tête avant et qu'on faisait pas et on leur demandait pas. Et en fait, ça a mis en place aussi des réflexions chez nous sur lesquelles on n'avait pas encore réfléchi et maintenant qui nous paraissent juste normales et basiques. Et donc, du coup, on a remis en place cette logistique-là. Et ça a été très apprécié par les personnes qui venaient manger. Elles ont été sensibilisées aussi à ce qui se passait, à cette crise du Covid. Elles n'ont pas accès à l'information, elles ont accès aux journaux, etc. Mais pas plus que nous, en tout cas, et moins que nous, pardon. Donc, c'était aussi un moyen d'échanger avec eux, de leur dire on va se laver les mains avant d'aller manger. C'est aussi pour se protéger. Vous avez du gel hydroalcoolique à disposition avant de rentrer pour manger. On met le masque et on vous donne des masques. Là, aujourd'hui, on a des masques. On a la possibilité de donner des masques à tout le monde pour ceux qui n'en ont pas ou de les changer pour ceux qui sont trop usés. C'est aussi une sensibilisation, un devoir de sensibilisation qu'on a envers eux parce qu'ils n'ont pas accès à les différentes informations qu'on pouvait avoir nous dès le départ. Et on voulait les impliquer dans cette crise-là. Ne pas les mettre de côté. Ces personnes-là, elles sont déjà trop de côté. Elles sont trop souvent mises isolées, etc., de tout ce qui se passe. Et on voulait que ça soit, comme disait très bien Louis tout à l'heure, que ça soit pour d'échange et d'accès à l'information, plus qu'un repas, et de leur dire, voilà, on se lave les mains, le gel hydroalcoolique, les masques, on a enlevé 70 chaises dans le réfectoire, donc ce qui a augmenté la file d'attente, mais on s'est organisé pour faire en sorte de respecter les distances, voilà. Mais on a mis les chaises en quinconce, les gens ne mangeaient plus en face des uns et des autres, mais ça a sensibilisé aussi ces personnes. Pareil pour les colis alimentaires, les personnes, on a remis en place un nouveau logistique, etc. Pour les colis à domicile, par contre, on avait une problématique, c'était le confinement. Donc les personnes qui avaient des enfants et qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller chercher un colis alimentaire étaient coincées. Et elles nous appelaient, les personnes, parce que nous, sur le premier week-end, il y avait eu 200 familles qui étaient venues récupérer un colis alimentaire. Sauf que d'habitude, on en a 500. Et on les appelle le lundi, le mardi. Vous étiez où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un souci? Ah oui, on n'a pas d'attestation. Oui, on a des enfants, mais je peux pas me balader avec elles, etc. C'est compliqué. Ok, très bien. On va s'organiser. On est passé de 20 familles, on acheminait 20 colis alimentaires, un colis alimentaire pour 20 familles, pardon. On est passé à 400. Donc, on a complètement changé notre organisation. On a dit, ne bougez pas, restez chez vous. On va mobiliser des bénévoles, des ressources matérielles. La mairie de Paris nous a soutenus. On a eu des partenariats également qui nous ont soutenus et qui ont été incroyables dans cette course au stock de denrées. Et donc, on a acheminé auprès de 400 familles un colis alimentaire comme si elles venaient chez nous, sauf que c'était nous qui allions vers ces familles. Donc ça a réorganisé aussi tout ça pendant le confinement. L'accès à la nourriture. Nous, on avait des collectes en mars normalement, sauf qu'en mars, on a eu le confinement et donc c'était pas possible. Donc nos stocks, elles étaient épuisés et on comptait sur cette collecte-là pour pouvoir enfouir les stocks. Impossible. Et donc du coup, on a eu un effet qui s'est rééquilibré, notamment et malheureusement aussi pour les restaurateurs, la fermeture des restaurateurs. Donc les restaurateurs, ils nous ont appelés. On a eu des produits de grands restaurants. Du coup, on a eu Air France, pareil, qui nous appelait pour nous donner. Et donc en fait, ça a rééquilibré. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de collecte, on n'avait pas de stock de denrées alimentaires, et les restaurateurs nous appelaient pendant le confinement, nous disant en fait, nous on est fermés et on ne veut pas jeter. Ok, donc on leur a dit on prend. Et ça a créé pareil des partenariats avec BioBurger, avec Biocoop, avec toute cette chaîne qui nous ont permis d'avoir du stock et de pouvoir continuer nos actions finalement, et avec qui on a tissé du lien aujourd'hui et on a noué des partenariats avec eux. Et on a aussi eu des citoyens qui se sont mobilisés, notamment pour les produits d'hygiène. Nous, on n'avait plus de dentifrice, on n'avait plus de couches pour les bébés, qui sont des vrais aussi besoins pour les familles, au-delà de l'aide alimentaire, mais des produits bébés, des compotes, etc. Et on a réfléchi à un programme avec Make Sense qui s'appelait un programme Réaction et qui était de pouvoir mobiliser des citoyens même quand elles étaient confinées. On avait des bénévoles qui nous appelaient et qui disaient moi je veux aider mais je peux pas sortir, etc. Ben, nous on disait on est complet dans nos actions et en plus on peut pas prendre trop de monde. Et comment on peut faire? Et donc du coup on a réfléchi à un programme où on s'est dit bah, vous pouvez aider aussi dans votre immeuble, vous allez faire vos courses et en faisant vos courses vous pouvez rajouter un produit dans votre caddie, un dentifrice, une brosse à dents, etc., etc. Et on avait
créé un process en disant vous mettez une petite box avec vos enfants, une petite boîte dans votre immeuble, vous la dessinez avec vos enfants, ça amène une activité pédagogique, etc. et ludique, et vous faites une collecte de produits de denrées et d'hygiène. On avait des citoyens qui venaient, alors avec une attestation, et qui venaient nous déposer des sacs de produits d'hygiène, de denrées alimentaires, de pâtes, de conserves, etc. Ça a été juste incroyable dans l'effet de solidarité qu'il y avait eu, parce que tout le monde était concerné en fait. Sur l'aide alimentaire, on avait des enfants qui étaient concernés avec la famille, qui allaient dans les magasins pour aller bah, maman, t'as oublié de rajouter un produit pour. Et nous, quand on allait le distribuer en maraude, on avait des personnes qui étaient invisibles, on le disait, Liguette le disait, des personnes invisibles qui deviennent visibles. On va les voir en maraude et qui nous disent mais je comprends pas, il y a des gens qui pensent à nous alors qu'ils sont confinés, ils pensent encore à nous et ils sont encore là à nous aider, etc. parce qu'on leur disait d'où venaient ces produits. Et c'était juste incroyable parce qu'elles se sentaient exister malgré le confinement. Elles se sentaient visibles malgré le confinement et elles savaient qu'il y avait des gens qui étaient confinés au fin fond dans leur appartement ou dans leur maison qui les aidaient. Donc, Alain, pardon, vous vouliez intervenir? Oui, encore juste 2 minutes, Ousmane. Ok, très bien. Pour respecter le timing du global. Ok, merci beaucoup. Très bien. Et donc, du coup, on a eu cette mobilisation de citoyens qui a été vraiment importante. On a effectivement, comme le disait Louis, une accentuation. Cette crise-là, elle a existé, elle existe encore, et on a de plus en plus de gens précaires qui nous appellent. Tous les jours, on a des familles qui nous appellent le 10 du mois parce qu'ils n'ont plus rien dans le frigo. Et donc ça va durer dans le temps. Et ça va durer dans le temps et c'est une vraie problématique en tout cas. Comment est-ce qu'on oriente aussi ces personnes-là? C'est-à-dire que c'est des nouveaux précaires, c'est des personnes qui n'étaient pas aussi dans la précarité, qui n'étaient pas recensées, si je puis dire, dans cette grande précarité-là. Déjà, il peut y avoir un sentiment de honte. Je tombe dans la précarité, je ne sais pas ou je ne veux pas me déplacer vers un accès à l'aide alimentaire parce que c'est nouveau, parce que c'est voilà. Et surtout, comment est-ce qu'on oriente ces personnes-là? Comment on les oriente sur de l'accès au droit? Elles ne sont pas informées, elles n'ont pas l'habitude, donc elles n'ont pas forcément accès à l'information tout le temps. Et donc nous, comme le disait Louis et Huguette tout à l'heure, comment on est aussi vecteur d'orientation et d'accès à l'information pour pouvoir leur permettre d'accéder aux droits au minimum sociaux. Donc ça va être un vrai sujet là sur les mois, les années à venir. Mais aussi répondre à l'approvisionnement, comment multiplier les partenariats, comment multiplier les partenariats avec des partenaires de la grande distribution, entre associations. Nous, on a la chance d'avoir les Restos du Cœur qui nous aident aussi à Paris pour nous aider à nous réapprovisionner, le Secours populaire, la Banque alimentaire. Donc voilà, c'est des problématiques qui existent déjà et sur lesquelles on va devoir se positionner rapidement là-dessus. Merci. Voilà. Merci Ousmane et merci à vous trois de vos témoignages qui montrent d'une part des éléments de solidarité qu'il y a pu y avoir dans cette période de crise. Et puis j'ai noté aussi l'importance du repas et du partage entre les personnes autour de ces repas, dans les différents aspects. Je poserai peut-être deux, trois questions. On a pu voir effectivement naître, et on voit très régulièrement dans les conférences qu'on peut avoir entre différentes associations, on a pu voir naître une plus grande solidarité interassociative. Et on a pu voir naître des dispositifs assez inhabituels d'associations des unes par rapport aux autres. La question que je vous poserai de votre point de vue, c'est comment peut-on faire pour pérenniser ces dispositifs ou ces habitudes, peut-être mieux les coordonner. Voilà, j'ai une question moi sur ce point-là. Et l'autre question que je poserais pour revenir peut-être aussi sur le thème de l'agriculture urbaine, c'est on voit bien qu'on se heurte tous à des problèmes logistiques. Revivre, que je préside, assure la distribution auprès de structures associatives de 3500 tonnes de nourriture par an, et on voit bien les difficultés. Et quand on parle de produits donnés ou des produits issus de dons, eh ben, un produit donné à un endroit, c'est pas un produit qui arrivera comme ça, gratuitement, sans surcoût, à un autre endroit. Donc la question de la logistique dans tout le domaine de l'alimentation
est généralement très mal traité, très mal abordé. Et la question que je pose, moi, c'est les produits de l'agriculture urbaine, comment faire en sorte pour qu'ils s'intègrent de manière coordonnée, plus fluide avec le reste de ce dispositif. Alors, Huguette, je dois avoir des témoignages sur la consommation de ces produits issus de l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est vraiment une agriculture de proximité? Comment se fait la distribution? Louis, Ousmane, peut-être vous pouvez nous dire aussi comment vous voyez la pérennisation de cette solidarité interassociative qui est vraiment un constat majeur sur l'aide alimentaire de ces dernières semaines ou mois. Huguette, peut-être sur la logistique autour de l'agriculture urbaine. Alors, moi j'irais plus loin que la logistique. Le problème de l'agriculture urbaine ou la force de l'agriculture urbaine, c'est qu'elle permet à la personne de produire elle-même ses propres produits. Donc, il n'y a pas de logistique, ça c'est sa force. Sa fragilité, c'est quand on parle en termes de production pour une population en agriculture urbaine bio, c'est que le modèle économique n'est pas bon. Si on produit vraiment avec des employés et qu'on a une logistique et qu'on a une distribution, eh ben on est trop cher. On est comme tout le monde, on est 20% plus cher que le produit que peut acheter la personne en grande pauvreté. Et on oscille sans cesse entre cette difficulté de dire c'est jouable, et encore dans les jardins qu'on a, nous, les jardiniers disent de plus en plus que s'ils doivent acheter des replants, avec les vols, avec la difficulté de l'accès à l'eau, avec la difficulté d'avoir des pompes pour relever l'eau de la rivière, etc. Et la location qui est de plus en plus chère, parce que maintenant on arrive à 45 €. Bon, les gens trouvent que ça commence à être cher. Eh ben, il y a un jardinier qui nous disait l'autre jour, moi, économiquement, c'est pas valable. Il vaut mieux avoir des groupes sur Messenger qui vont acheter pour pas cher des produits dans la grande distribution, le poulet à 2 € qui est français, les carottes qui sont françaises, mais il y a un coût à faire chez Norma. Et puis voilà. Donc nous, après, on arrive à réfléchir ensemble en se disant, bon, on veut de la qualité, on veut des produits en circuit court, on veut du jardinage, mais c'est pas la peine de faire des incantations à tous les saints. Il y a un moment, il faut mettre la logistique, le prix, le modèle économique, l'accès au foncier, la protection, les fermes urbaines où quand on voit que les agglomérations veulent pas payer la clôture autour de la ferme urbaine et qu'elles font un contrat d'1 an renouvelable, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire comme développement économique sur un terrain qui ne vous appartient pas, que vous avez pour 1 an renouvelable et vous savez que ça peut changer, et puis ensuite sur lequel on ne veut pas mettre de clôture? Il faut reposer les choses bien à plat. Je pense qu'il y a un problème de modèle économique, d'accès au foncier, de durabilité, mais pas seulement sur l'environnement, mais durabilité sur le temps. Il faut qu'on soit beaucoup plus, je dirais, pragmatique. Et quant au fait de travailler ensemble, alors bon, là, je parle sur Terre de Lorraine, je parle pas pour Atelier Carmonde, mais sur Terre de Lorraine, on a vraiment travaillé, monté des réseaux et des réseaux entre les associations qui font de l'aide alimentaire. On a monté une asso qui s'appelle Grain de Sel, on fait des réseaux de jardin. Je pense que l'heure n'est plus à chacun sa petite identité. Et moi, je mets mon fanion et j'ai décidé que je serais meilleure que les autres. Ou on s'associe ou on crève, quoi. Pas photo. Merci Huguette. Louis, peut-être tu veux rebondir? Oui, sur les différents points que vous avez pu évoquer. D'abord, sur la solidarité interassociative, c'est très clair que la crise a vraiment favorisé ces initiatives et qu'il faut que ça perdure. Et nous, on a eu l'occasion pendant la crise de venir en aide à beaucoup d'associations qui en fait se retrouvaient en rupture d'approvisionnement. Et donc, on a dû essayer de pallier les difficultés que pouvaient rencontrer ces assos-là. Ensuite, effectivement, il faut aller vers des échanges qui soient plus poussés. Après, bon, là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, notamment par les préfectures.
au niveau national, de logique de coordination des acteurs. Nous, le seul warning qu'on met là-dessus, c'est que oui, il faut de la coordination entre les acteurs, du dialogue entre les acteurs, de la solidarité, etc. Mais il ne faut pas tomber dans un piège non plus qui serait le piège de devenir une sorte de délégation de service public qui serait, comment dire, avec une mise sous tutelle par les autorités publiques. Donc, il faut encourager la solidarité, mais en même temps, il faut respecter aussi l'indépendance et la complémentarité des structures. Donc voilà, c'est un peu le chemin de crête, je pense, sur lequel il faut essayer d'avancer. Sur le don alimentaire et la logistique, oui, on a souvent l'impression que le don alimentaire, c'est gratuit. En fait, oui, ben, en fait, le don alimentaire, c'est forcément aussi coûteux parce qu'il faut aller le récupérer, il faut le distribuer. Donc, il y a des coûts logistiques qui sont très importants. Nous, c'est ce qu'on répète depuis des années avec la mise en place de la loi Garot, où on a dit dès le départ qu'il ne fallait pas considérer qu'on était sur des coûts qui étaient neutres. Hein. Donc, il y avait à un moment des subventions qui avaient été débloquées par l'ADEME, qui avaient trouvé un peu de sous pour les associations, mais malheureusement, ce n'est pas un financement qui s'inscrit dans la durée. Donc là, dans le plan de relance, il y a un volet qui est dédié à cette question logistique. En tout cas, elle est absolument fondamentale et avec l'idée, en plus, de lier ça à la transition écologique. C'est-à-dire qu'on est sur une logique de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais on a aussi besoin de renouveler notre parc de véhicules qui sont malheureusement bien souvent des vieux véhicules qui sont souvent un peu polluants. Et donc, on a besoin d'avoir des véhicules qui soient plus respectueux de l'environnement et qui eux-mêmes permettent d'ailleurs de faire de la transition écologique en luttant contre le gaspillage. Donc, c'est un double effet de transition, si on peut dire. Ensuite, oui, sur les aspects d'agriculture urbaine, et de circuits courts aussi. Je pense qu'on a, là aussi, on croit en la complémentarité des différents dispositifs. Au Resto, on a développé il y a déjà très longtemps, enfin, ça s'est fait surtout sur des initiatives locales, comme très souvent au Resto, des jardins de proximité qui sont en fait des jardins qui sont accolés à un centre resto, qui peuvent être cultivés par les personnes accueillies et les bénévoles et qui ensuite vont évidemment être partagés, voilà, et donnés aux personnes. Et donc on voit bien que oui, il y a un effet à la fois sur la qualité de l'alimentation, sur la remobilisation des personnes, sur l'estime de soi, etc. Après, bon, évidemment, c'est pas ces jardins de proximité, ils sont essentiels, mais c'est pas eux qui vont aujourd'hui constituer la source principale d'approvisionnement, malheureusement, parce qu'on a aussi un problème de volume. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'encourager ces initiatives-là et d'être sur des dispositifs qui soient complémentaires. Merci. Oui, Ousmane. Oui, mais écoutez, j'ai cité les nombreux partenaires tout à l'heure, et surtout aussi Revivre, hein, qui nous a beaucoup aidé pendant cette période de confinement. Donc, je voulais aussi grandement les remercier. Concernant la logistique, sur les partenariats déjà, effectivement, ça a décloisonné beaucoup de dialogue, d'échanges. Mais comme disait Huguette, je crois que voilà, de toute façon, il faut s'entraider. Chacun a son réseau, chaque acteur a son réseau, a aussi des moyens, des véhicules, des moyens matériels, des moyens logistiques, etc., que d'autres n'ont pas. Et c'est ce qu'on a aussi essayé dans la mesure du possible et sans en faire des excès, mais d'aider des associations qui nous aidaient en fait finalement parce qu'elles distribuaient des repas et donc nous ça nous permettait aussi de pas en distribuer plus mais de rester sur voilà. En gros c'est ça, c'est fluidifier un peu tout ça et pouvoir échanger comme ça. Mais je pense que c'est très important. Typiquement on a ouvert récemment une distribution de repas chauds à l'hôtel de ville, mise à disposition par la mairie de Paris pour 200 personnes chaque soir, 7 jours sur 7 jusqu'à fin mars 2021. On est en partenariat avec Ernest qui produit les entrées, donc une association qui va justement produire des repas aussi. Nous, on ne pouvait pas tout faire, donc voilà un peu aussi un exemple de partenariat où eux font les entrées, nous on fait le principal acheminement, logistique et distribution, mais eux nous accompagnent et nous aident sur les entrées. Et sur le bénévolat, on a Make Sense, La Cloche, la Fabrique de la Solidarité, Dans ma rue, etc. D'autres associations qui viennent nous aider et nous épauler sur la distribution. Voilà un exemple qui nous permet de faire ensemble pour des personnes en grande précarité. Sur la logistique, alors le tout c'est de bien dimensionner à chaque fois effectivement le fait que en fonction du nombre de véhicules, en fonction de la capacité de stockage, etc., de pouvoir aller chercher
le truc, c'est que nous, on peut pas aller chercher des petites donations parce que ça multiplie les trajets, etc. Et donc, il y a aussi ce souci-là d'aller en récupérer des dons en grande quantité pour pouvoir faire un seul voyage en aller-retour et pas et puis acheminer tout à la Shorba. Mais ça veut dire aussi aller plus loin parce que des hypermarchés à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il faut aller dans l'Essonne, il faut aller dans le 94. Donc, ça veut dire consommer plus d'essence. Voilà, il y a toute cette question-là, mais comme disait Louis, il y a aussi cette réflexion d'avoir, nous, on a un véhicule, un camion, pardon, frigorifique à gaz, au gaz naturel. Donc, ça existe, ça coûte cher, mais ça existe. Il faut on parlait de partenariat, il faut des entreprises qui puissent aussi nous aider à financer ce genre de véhicule et à nous aider à transformer notre logistique pour consommer moins en termes d'énergie fossile et de pouvoir réaliser ça. On peut aussi penser à des vélos triporteurs, ce que peut faire par exemple, j'en oublie le nom, mais Biocycle, ça y est, je l'ai, qui vont aller récupérer à Paris des denrées, des invendus en vélo. Et donc là aussi, on favorise une logistique locale sans consommation d'énergie fossile voilà, pour des associations qui favorisent de l'aide alimentaire. Donc ça c'est aussi une solution et sur lequel on peut des véhicules électriques, etc., etc. Mais c'est aussi un levier d'insertion professionnelle parce que nous on a deux aides-chauffeurs qui sont à la Shorba et qui sont formés sur le poste métier, en tout cas de chauffeur-livreur. Donc c'est aussi un levier d'emploi qu'il ne faut pas négliger, qui est même très important. Pour l'agriculture urbaine, c'est accéder à l'aide alimentaire pour des personnes en grande précarité, mais accès aussi à une nourriture saine, manger bien. Et donc tout le monde a accès à droit et tout le monde a le droit d'avoir accès à ce repas sain avec des produits frais ou des produits bio. Donc ça, c'est une réflexion aussi qui est importante sur un circuit court, sur l'accès à des produits, etc. Nous, aujourd'hui à la Shorba, c'est en train de se réfléchir, on est en train de pas le développer, c'est un grand mot, mais de le lancer en tout cas. Un exemple, pour rester un peu dans l'économie circulaire, nos épluchures, on les donne à Ville Fertile qui fait de la permaculture et donc ils compostent avec. On a 50 kilos d'épluchures quand même à la journée, donc ça aide pour leur action. Nous, comment est-ce qu'on peut s'acheminer auprès d'AMAP, par exemple? On a aussi Andes à Rungis qui nous aide beaucoup. Mais on est aussi sur cette réflexion d'avoir des produits auprès d'agriculture urbaine. On est en réflexion aussi avec Audrey Poulvard qui est à la mairie de Paris qui est sur ce sujet-là, notamment sur comment on peut améliorer avec les acteurs sur ce sujet-là. Et c'est une vraie envie, une vraie dynamique en tout cas sur lequel on réfléchit à plusieurs, avec Linky, avec le chaînon manquant, voilà, avec d'autres acteurs aussi qui connaissent un peu mieux le sujet, qui ont un réseau. Et qui ont un réseau et qui savent faire, qui ont une logistique. Donc tous, finalement, tous s'imbriquent. Donc voilà, à peu près. Merci beaucoup Ousmane. Je crois que Hélène Tavera, qui est parmi les participants et en préparation, jugé intéressant que Hélène nous apporte un témoignage du collectif 4C qui intervient dans le quartier de la Goutte d'Or. Hélène, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, il faudrait que je branche ma caméra peut-être. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Bon, je n'arrive pas pour apporter un complément, si vous voulez. Alors, je me présente et présente la structure. Nous sommes un collectif d'habitants de la Goutte d'Or. Nous appelons le 4C pour Collectif Café Culture Cuisine. En fait, grâce au budget participatif de la ville de Paris en 2017, notre projet a été plébiscité et nous avons pu sortir la première cuisine partagée, en fait, le premier tiers-lieu dédié à l'alimentation. En fait, notre collectif d'habitants, on s'est monté en association loi 1901 et on a ouvert on a inauguré le 20 septembre dernier ce lieu en plein cœur de la Goutte d'Or, enfin plutôt sur la Goutte d'Or Sud. Et aujourd'hui, par rapport aux actions qui ont été présentées aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a eu l'envie
persévérer dans cette direction. Hein, beaucoup, les Restos du Cœur, que ce soit la Chorba, toutes les initiatives en fait de distribution alimentaire nous ont inspirés sur l'aide et la précarité alimentaire. Et du coup, dans ce lieu, en fait, nous, on a décidé d'agir au long cours aussi, c'est-à-dire qu'on travaille différemment la précarité alimentaire, ou plutôt en complément, c'est-à-dire qu'on permet, nous, on a 2 types de cuisine, une cuisine professionnelle et une cuisine de type familial, où les personnes qui n'ont pas de cuisine ou qui seraient mal équipées peuvent venir cuisiner. Donc, c'est l'idée qu'on peut, en gros, c'est un lieu, ce lieu-là est un lieu où on peut cuisiner en groupe ou seul. C'est aussi un lieu de vie, puisque c'est un tiers-lieu, un lieu où on peut avoir des temps de répit. Et pour les personnes que nous rencontrons, il faut savoir que la Goutte d'Or est un quartier prioritaire, donc quartier politique de la ville, et c'est un lieu d'échange et donc de savoir et de transmission et d'apprentissage aussi. Et nous, à la Goutte d'Or, c'est vrai qu'on a eu, effectivement, on voit que c'est un quartier effectivement nourricier, on va dire ça, et vivrier et nourricier, et on a enfoncé le clou en se disant qu'on allait effectivement, en interassociatif, gérer aussi cette précarité alimentaire, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs et d'associations. Il y a un tissu social extrêmement dense sur un tout petit territoire et qui concentre en gros toutes les problématiques de la ville. Donc, toutes les inégalités se rencontrent, toutes les insécurités s'y croisent. Et donc, on s'est vite, au moment du confinement, nous mis en action et on a très vite réagi. C'est vrai qu'en plein cœur de Paris, d'avoir toutes ces problématiques croisées, il y a d'autres endroits, hein, mais c'est vrai que le fait d'avoir un tissu associatif extrêmement dense nous a permis d'être extrêmement réactifs. Et du coup, on a des associations qui font de la distribution alimentaire, donc elles sont aussi, elles sont présentes, elles se sont organisées. On a monté plus ou moins grâce à la Salle Saint-Bruno et toutes les associations qui sont membres de cet interassociatif que porte la Salle Saint-Bruno, on a pu effectivement coordonner nos actions. Et les actions aujourd'hui, qu'elles soient autour de l'aide alimentaire, donc il y a des distributions qui se font quotidiennes, midi et soir, différentes associations qui font des maraudes, qui vont vers les sans-abri et les personnes en très grande vulnérabilité aux portes. C'est-à-dire que on a décidé avec le collectif 4C d'accueillir en fait aussi des acteurs associatifs qui font ces distributions. Donc pendant le confinement, on a permis aux associations qui organisaient des distributions et des maraudes de venir cuisiner à quartier libre. Et donc aujourd'hui, effectivement, tous les acteurs, même les acteurs associatifs qui ne font pas d'habitude de caritatif, ont organisé des collectes parce que effectivement les besoins, comme le soulignait Ousmane Ishak, au niveau des PPN, des produits de première nécessité, eh bien, se sont organisés pour effectivement faire des collectes. Donc, c'est vrai que vous parliez de coordination, c'est vrai qu'à la Goutte d'Or, on a un peu l'habitude de travailler avec les uns et les autres, et comme c'est un tout petit territoire, c'est vrai que les diagnostics remontent extrêmement vite en fait. Donc, on a cette chance, cette agilité-là, et de pouvoir faire intervenir différents partenaires qui sont déjà présents sur l'aide alimentaire et l'urgence alimentaire. Et au collectif 4C, c'est vrai que nous, on essaie de promouvoir, c'est vrai que notre rôle, et notamment le mien, qui est un rôle de médiation, eh bien, on souhaite effectivement transmettre effectivement l'idée de démocratie alimentaire. Donc, on travaille sur différents segments là-dessus. On ne peut pas tous les honorer, mais on tend vers ça. Voilà. Merci beaucoup Hélène. On va peut-être finir ici cet axe 2. Je tiens simplement à rappeler que, mais Fanny le ferait mieux que moi, ce webinaire est enregistré, donc il sera mis en ligne, je crois, ensuite, on me dira comment, et que tous les liens vers les initiatives qui ont été présentées ici et des présentations qui ont été faites
les liens vers ces présentations seront mis en ligne également. Je tenais à remercier tous les trois et également Hélène pour sa contribution. Et je passe la parole à Fanny, peut-être pour envoyer vers l'axe 3. Merci à tous.